Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat des Mardis de l'ESSEC, organisé avec le concours du cabinet d'audit et de conseil Mazars, du groupe La Poste et du cabinet de conseil en stratégie opérationnelle WIV. En ce 14 juin 2016, en cette année bissextile, alors que Donald Trump célèbre son 70e anniversaire et qu'il y a 13 ans de cela, l'A350 prenait son premier envol, l'enfant prodigue est enfin de retour. Gilles Pélisson, vous voici ici ce soir dans une disposition d'esprit propre aux hommes ayant connu les positions difficiles. Positions difficiles car le parcours de Gilles Pélisson, sous ses faux airs d'entrepreneur à l'américaine, rappelle sans doute celui d'Eugène de Rastignac. Pendant sa première année de séjour à Paris, le peu de travail que suppose notre école, et c'est bien en cette semaine de partiel qu'on s'en rend compte, le laisse libre de goûter les délices visibles du Paris matériel. Et comme le sait tout un chacun, s'il veut connaître le répertoire de chaque théâtre, étudier les issues du labyrinthe parisien, savoir les usages, apprendre la langue et s'habituer aux plaisirs particuliers de la capitale, un étudiant n'a pas le temps de niaiser. En revanche, un étudiant se passionnera pour les niaiseries qui lui paraissent grandioses et qui donneront naissance à des passions futures, celles de la gastronomie, de la voile, car l'homme assis dans ce fauteuil rouge avait un temps détenu le record du Miami-New York sur Explorer. Et enfin, entre deux palais au chocolat de chez Bernachon, celle du golf. Mais il est à craindre que toute comparaison avec Rastignac ne doive cesser ici. Car si l'un admire les voitures au défilé des Champs-Élysées par un beau soleil d'automne, l'autre ne tarde pas à en faire l'achat. Si l'un est gascon, l'autre est lyonnais. Si l'un est boursier, l'autre a grandi dans le 6e arrondissement de Lyon. En somme, si l'un fait partie de la noblesse désargentée, l'autre appartient à la bourgeoisie entrepreneuriale. Fils et petit-fils d'entrepreneurs lyonnais, et pas des moindres, notre homme n'est autre que le neveu du fondateur du groupe Accor, et s'est donc appuyé beaucoup sur cet héritage personnel. Le résultat donne le vertige. Novotel, Accor, Euro Disney, Groupe Suez, Bouygues Télécom puis TF1, vos fonctions à la direction de ces entreprises s'amoncelleraient presque à la vitesse avec laquelle Danse avec les stars recueille de parfaits inconnus. Diplômé de l'ESSEC en 79, ses illusions d'enfance et ses idées de province disparaissent. Son jeune âge lui donne envie d'aller à la conquête du monde. Gilles s'envole alors au Cameroun, sans doute par humanisme, où il devient night manager d'un Novotel. Ce ne sera qu'un bref intermède, car vous vous envolez pour les États-Unis et décrochez le précieux MBA d'Harvard en 83. À croire que le saut ESSEC ne lui suffisait pas. Vous l'aurez donc deviné, Gilles Pélisson prend soin de son CV, mais aussi de ses relations. C'est d'ailleurs au cours de ces années outre-Atlantique qu'il fait la rencontre de son grand homme, son mentor, Philippe Bourguignon, qui n'hésitera pas à le recruter 10 ans plus tard chez Euro Disney. Dans ses initiations successives au sein des plus grandes institutions, Gilles Pélisson se dépouille donc de son aubier, agrandit l'horizon de sa vie et finit par concevoir sa méthode de guerre, les 4 S, solidarité, simplicité, synergie et succès. Valeurs chères à tout devillet qui se respecte. Et comme toute histoire connaît sa chute, revenons un moment sur la vôtre. Car même si elle n'a pas été définitive, elle vous a fait tomber de haut. Selon la version officielle, c'est pour divergence stratégique que vous êtes évincé en 2010 de la tête d'Accor. Mais Timothée et Quentin y reviendront plus tard. Commence alors pour vous une longue traversée du désert. Et difficile, lorsqu'on a connu autant les sommets, de se retrouver réduit à n'occuper que les sièges des nombreux conseils d'administration que vous aviez glanés. En 2011, votre désespoir devait être de taille, car vous revenez aux sources et devenez le président de la Fondation ESSEC. Mais apparemment, votre ennui persiste, et Gilles Pélisson choisit finalement l'exil. Fiscal, car c'est en Belgique que vous trouvez refuge. Finalement, c'est en prenant vos distances une deuxième fois avec l'ESSEC que votre bonne étoile réapparaît. Martin Bouygues vous tend les rênes de TF1. Pas un seul instant vous n'hésitez. Cela faisait bien trop longtemps que vous rongiez votre frein. Vous êtes intenable. 3 mois à peine après vos prises de fonction, vous faites déjà souffler un vent de renouveau sur le groupe TF1. Le recrutement de Yann Barthès, la programmation d'Arthur en quotidienne et l'embauche d'Yves Calvi sur LCI ne sont qu'un début. Voici une entrée fracassante dans le PAF, surprenant pour celui qui n'avait jusque-là aucune expérience des médias. Vous l'avez bien compris, l'histoire de Gilles Pélisson n'est pas tant celle d'un self-made man à l'américaine, mais rejoint plutôt celle que nous contait René Char, dont nous commémorons la mort aujourd'hui.
Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À vous regarder, Gilles Pélisson, les Français s'habitueront. Merci à tous, nous vous souhaitons un excellent débat. Monsieur Pélisson, comme le veut la tradition, vous disposez d'un droit de réponse à la présentation d'Edwige et de Guillaume. Oui, voilà. Je ne suis pas sûr que ce soit un droit de réponse. Je peux vous faire quelques commentaires sur mon parcours, mais enfin, d'abord, je me suis marié. Et ça, c'était très important. C'était en 80 à une Lyonnaise. Et je suis toujours marié. Donc, très important. On a eu 2 enfants et ça a été une partie très importante de ma vie. Autrement, oui. Non, Philippe Bourguignon, en fait, je l'ai rencontré en 83. Et donc, quand je sors de Harvard Business School, il est déjà aux États-Unis. Et c'est vrai que je bosse avec lui aux États-Unis. Je bosse avec lui en Californie, à New York et en Californie. Et c'est vrai que quand il m'appelle chez Disneyland Paris ou Euro Disney en 95, on a déjà pas mal bossé ensemble. Voilà. Et puis... oui, moi je suis parti de Accor à la fois pour des différences stratégiques parce que j'avais des actionnaires, enfin j'avais fait le tour un peu de la mission que j'avais sur les 5 ans et qui avait été les miens avec le fait de mettre en bourse Edenred, qui est aujourd'hui une société qui doit valoir entre 4 et 5 milliards d'euros à la bourse de Paris. Et qu'effectivement j'ai fait aussi de la banque d'affaires. Donc ça, c'est jamais certains d'entre vous sont intéressés par la banque d'affaires. J'ai été senior advisor de Jefferies, qui est une des très belles banques de New York. Donc vous appelez ça une traversée du désert. Moi, j'appelle ça une façon de réorienter sa vie et de s'orienter avec 4 ou 5 conseils d'administration. Voilà. D'accord. Merci, Monsieur Pélisson. Comme l'a évoqué Guillaume et l'a également évoqué Edwige, vous avez obtenu un MBA à Harvard au début des années 80, soit très peu de temps finalement après avoir été diplômé de l'ESSEC, dont vous êtes sorti en 1979. Quelle a été pour vous la plus-value d'une telle formation, sachant que l'école est déjà une très bonne école, quelle a été pour vous la motivation principale et la plus-value après ce MBA ? À l'époque, c'est très très différent évidemment de ce que vous vivez, de ce que vous êtes aujourd'hui en tant qu'étudiant, mais à l'époque, nous, on sortait de prépa. On avait été laminé par des profs en prépa. Moi, j'étais assez jeune puisque j'ai intégré en BISU. À l'époque, c'était permis. Je crois qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Et dès que le prof à l'ESSEC posait une question, alors quand on arrivait en cours, puisque on allait aussi au foyer, je pense que vous avez toujours le foyer. Voilà, donc on passait quand même, enfin surtout en première année, beaucoup de nuits quand même au foyer. Moi, j'avais découvert Paris, comme vous l'avez rappelé, mais quand on arrivait en cours, on se planquait plutôt sous les tables, plutôt qu'on participait. Donc, moi, particulièrement, j'étais certainement pas assez mûr pour profiter pleinement de l'école. J'ai eu une formation extraordinaire ici. J'ai rencontré des professeurs éminents, Jacques Horowitz notamment, paix à son âme, qui m'a aidé à rentrer à Harvard, qui a fait une des 2 lettres de recommandation que j'avais pour Harvard Business School. Mais finalement, c'est vrai que j'ai été fasciné par les États-Unis. J'avais fait un de mes stages en première année. Mon stage de première année, je l'avais fait comme steward à Air France. Et je m'étais pas mal baladé. J'étais allé beaucoup aux États-Unis grâce à ce stage. Et j'avais très envie d'aller aux États-Unis, compléter ma formation. Mon oncle, que vous avez cité, qui était le fondateur de Accor, avait fait le MIT. Et donc, je m'étais fixé comme objectif de faire aussi bien que le MIT. Et considérant que Harvard Business School était aussi sympa et notamment peut-être même plus sympa que le MIT, j'ai eu la chance de rentrer à Harvard Business School et donc j'y suis allé. D'accord. Et donc qu'est-ce que ça a, comme on le dit souvent, accéléré votre carrière de façon significative ? Est-ce que c'est ça qui vous a donné l'opportunité de prendre la tête de Walt Disney à l'époque où vous l'avez fait ? Ouais, disons que je crois que dans une carrière, après vous verrez comment vous bâtissez les vôtres, mais nous à l'époque, l'ESSEC était une formidable formation de base pour quelqu'un qui ambitionnait d'avoir une carrière plus internationale. Même si l'ESSEC aujourd'hui est plus reconnue, à l'époque elle l'était moins, et Harvard était par contre une des grandes universités américaines, elle est toujours restée. Donc c'est vrai que pour moi qui étais assez fasciné par les États-Unis, l'Asie n'était pas encore totalement
arrivaient sur le marché. Enfin, Michael Porter, qui était un de mes profs à Harvard, parlait beaucoup du Japon. Il y a le modèle du Japon qui émergeait. Bon, depuis, le Japon a pas mal déçu en termes de management. Mais c'est vrai que c'était assez fascinant. Et donc, c'est vrai que après, bon, pas dans des groupes forcément français, mais par rapport à la Walt Disney Company, c'est vrai qu'arriver sur le campus de Burbank en Californie et dire vous êtes un HBS graduate, voilà, les gens vous respectent à peu près. Enfin, les mecs de Palo Alto, évidemment, vous respectent pas, de Stanford, mais ceux de, voilà, les autres vous respectent. D'accord. Euro Disney, puis Bouygues Télécom, Accor et aujourd'hui le groupe TF1. Vous avez été PDG d'entreprises qui n'ont finalement pas tant de similarités entre elles. Comment expliquez-vous qu'on ait fait appel à vous pour le poste de PDG du groupe TF1, sachant que vous n'aviez pas vraiment d'expérience dans le secteur des médias et que vous n'aviez pas été au préalable directeur général du groupe, comme vous aviez pu l'être pour Bouygues Télécom et Accor avant d'être nommé PDG? Oui, alors ça, c'est des questions de gouvernance d'entreprise. Est-ce que vous êtes DG et puis après PDG? Et puis, alors sur les médias, en fait, quand vous dirigez une entreprise comme Disneyland Paris, il y a, enfin, je ne sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, mais je crois qu'à l'époque, on avait 800 métiers sur Disneyland Paris, puisque vous avez aussi bien des gens qui s'occupent des buffles ou des rennes qui vont faire la parade à Noël ou le spectacle du Wild West Show le soir, que des ingénieurs de l'aérospatiale qui règlent tous les soirs les câbles de Space Mountain, que des artistes. Je crois qu'à l'époque, Disneyland Paris avait la plus grande troupe d'intermittents du spectacle, puisque je devais y avoir 800 intermittents dans les différentes parades, shows qu'on avait. À partir de là, vous êtes aussi en contact avec pas mal de people, parce que tous les événements de Disneyland Paris à l'époque qu'on faisait attiraient beaucoup de people. Et donc du coup, on faisait beaucoup de promotions, on faisait beaucoup de télévision. Moi, j'ai accueilli Arthur et les enfants de la télé. J'ai accueilli pas mal de gens comme ça. Les gens de TF1, Étienne Moujotte venait faire des émissions. On connaissait beaucoup le monde de la radio. Donc, c'est vrai que si ça vous donne pas le sentiment d'avoir été dans l'entertainment, on était quand même très proche du monde de l'entertainment et du spectacle. Et puis ensuite, j'ai eu la chance, quand je suis allé chez Bouygues Télécom, d'être au moment, et moi c'est ce qui me fascinait, de l'Internet mobile. Donc j'étais en contact beaucoup avec les gens à la fois de l'Internet, mais là encore des contenus. J'ai passé beaucoup de temps dans ces métiers-là et j'avais demandé à Martin Bouygues à l'époque de me nommer, vous l'avez peut-être pas cité, administrateur de TPS. TPS, c'était une plateforme satellite qui a été depuis fusionnée avec Canal, mais qui a été vraiment une très belle. Et dans ce conseil, il y avait Patrick Lelay, patron de TF1, Étienne Moujotte, votre serviteur, et il y avait Nicolas Taverneau, Jean Darthuis et Thomas Valentin pour M6. Puisqu'on était dans une société qui était 66% TF1 et 34% M6. Donc c'est vrai que j'avais été confronté, en étant chez Bouygues Télécom, à, disons, les plaisirs de la télévision et les affrontements entre TF1 et M6. Et voilà. Et après, Martin Bouygues a eu certainement l'intelligence ou la vision de me nommer ou de me faire rentrer au conseil avec Nonce Paolini, qui était mon prédécesseur et qui avait travaillé avec moi comme numéro 2 chez Bouygues Télécom, au conseil de TF1 dès 2009. Donc c'est vrai que quand vous allez dans un conseil d'administration 4-5 fois par an, moi j'étais membre du comité d'audit, vous créez des liens avec les collaborateurs, vous voyez un certain nombre de fonctionnements dans la boîte, et aimant bien ce milieu-là, si vous voulez, c'était pas très compliqué après de se dire pourquoi pas penser à moi, peut-être le moment de la succession de Nonce Paolini venu. Voilà. D'accord, merci. Revenons maintenant sur votre départ un peu précipité de la direction du groupe Accor. Alors, comme l'a dit Guillaume, c'était pour des raisons de divergence stratégique. N'est-ce pas pour une manière élégante, en fait, de dire que les actionnaires vous ont jugé peut-être un peu trop aventureux, un peu trop, en prenant trop de risques? Jolie cette photo, je suis vraiment fier de... Magnifique. Effectivement, elle est charmante. Pas aventureux, puisqu'en fait, le problème de Accor à l'époque, et bon, vous l'avez peut-être vu dans les journaux ces derniers temps, alors c'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé. Ils ont un gros problème avec des actionnaires chinois qui sont en train de monter à leur capital. Et le problème de Accor a toujours été qu'après les fondateurs, mon oncle et Paul Dubrul, de ne pas avoir un capital qui était véritablement bouclé. Ils ont fait le pari en tant qu'entrepreneurs de se laisser diluer très vite et puis de favoriser la croissance de leur groupe.
Ce qui crée évidemment forcément une société totalement publique et à la merci évidemment de groupes. Et ce qui se passe en 2005, moi je suis chez Bouygues Télécom et a priori le groupe Colony Capital, qui est un fonds de private equity, propose de mettre de l'argent sur la table, donc c'était je crois à l'époque 1 milliard d'euros, sous forme d'obligations convertibles, et puis de rentrer, de venir aider Accor à se développer. Et c'est là où ils ont fait, alors ils ont dit bon, commencer à faire cela, ils ont été d'accord pour le faire, mon prédécesseur Jean-Marc Espaliou avait dit ok, et puis comme souvent ces fonds, au bout de 6 mois on dit bon écoutez finalement le management ça le fait pas, on voudrait changer le management. Et donc c'est là où on m'a fait la proposition de quitter Bouygues Télécom et de rejoindre Accor, et j'y suis allé avec encore directeur général et avec un président qui était Serge Wimbert. Et donc on a fait équipe tous les deux, on a fait pas mal de transformations, on a beaucoup changé, transformé le groupe à l'époque, nettoyé beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de participation minoritaire dans différents métiers qui ne me semblaient pas évidemment très stratégiques, et on a refocalisé le groupe sur les hôtels et sur les métiers de tickets restaurants, puisque de ce qu'on appelle Accor Service, enfin ce qu'on appelait à l'époque Accor Service. On a fait ça pendant 2 ans, 3 ans, 2006, 2007, 2008, on a eu de très très bons résultats en 2007, en 2008 est arrivée la crise. Donc moment de tension, et là malheureusement Colony a appelé un autre fonds de private equity qui s'appelle Euraseo, et Euraseo a certainement fait plein de très belles affaires dans sa vie, mais malheureusement ils ont la bonne ou la mauvaise idée d'investir dans Accor à l'été 2008, donc juste avant Salomon Brothers, enfin Lehman Brothers pardon, la chute des primes. Et donc, ils ont dû acheter Accor à 40 et quelques euros, et 3 mois plus tard, on est à 25 euros. Crise du tourisme, les gens s'arrêtent de voyager, et un groupe de service comme Accor, et bon. Donc, forte pression, et dans ces cas-là, un groupe, alors c'est un fonds qui est coté, investir en minoritaire, puisqu'ils avaient 10% du capital dans une boîte cotée, ils n'ont aucun moyen d'agir, quoi. Ils ne sont pas dans leur métier de base, qui est d'habitude de posséder 100% du capital et de pouvoir faire à peu près ce qu'ils veulent. Donc on se retrouve dans une situation qui est très difficile à vivre, où effectivement c'est comment, en ayant mis tout cet argent, parce qu'on parlait de centaines de millions d'euros, eux-mêmes étaient en porte-à-faux vis-à-vis de leurs actionnaires, étant cotés en bourse, enfin bref, vous imaginez la crise. Et à partir de là, c'est vrai qu'on s'est attaché, je vais dire, avec l'équipe de management de l'époque, mon directeur financier, donc Jacques Stern, qui est devenu ensuite le PDG d'Edenred, à dire écoutez, voilà ce qu'on va faire, voilà comment on va prendre la situation, etc. Et on s'est mis d'accord avec eux. Donc moi j'ai été nommé PDG, puisque là ils ont dit écoutez, ça fait 3 ans que Gilles dirige le groupe, on lui fait confiance et on va le nommer PDG. Donc j'ai été nommé PDG, Serge Wimbert se retirant. Et ensuite, ça a été la façon, en 2009, de redresser l'entreprise par rapport à une crise économique qui était évidemment extrêmement violente, pour arriver en 2010 à ce qu'on leur avait dit, c'est-à-dire un redressement du groupe, et puis surtout la mise sur le marché d'Edenred. On avait fait 13 acquisitions sur Accor Service en 3 ou 4 ans. On avait fait croître l'EBIT de 200 à 400 millions d'euros. Bon, et là, c'était vraiment une jolie pépite. Et donc, on a pu l'introduire en bourse en juillet 2010, ce qui était quand même quelque chose d'assez fabuleux. Jacques Stern prenant la direction du groupe, Edenred et moi prenant la direction de l'hôtellerie. Donc, une assez belle aventure entrepreneuriale. Et à la fin de l'année 2010, j'ai senti qu'effectivement, il y avait un certain nombre de pressions, de différences stratégiques. Moi, ça faisait 5 ans que je dirigeais le groupe. On avait fait à peu près tout ce que je voulais. Les résultats étaient tout à fait redressés. Et sentant effectivement une certaine pression de ses actionnaires, j'ai dit, écoutez, moi, la vie est très très courte. Si ce que je vous propose ne convient pas, je préfère partir. Et voilà, vous connaissez le tarif. Donc, j'avais un golden parachute, j'avais des stock options, j'avais plein de trucs. Il n'y a aucun problème, vous payez tout ça. Et à bon entendeur, salut. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. La petite histoire, ils ont nommé mon successeur, qui était un garçon que j'avais fait venir au conseil d'administration, Denis Hennequin, qui lui-même s'est fait remercier 18 mois plus tard. Donc, bon, le pauvre garçon a été sorti de chez McDo, il avait 27 ans de McDo, il est mis et catapulté à la tête du groupe. 18 mois plus tard, ils l'ont remercié.
Et c'est finalement Sébastien Bazin, qui est aujourd'hui le PDG du groupe, qui lui-même était le patron de Colony Capital, qui a fini par prendre le job. Alors les mauvaises langues diront toujours, bah oui, de toute façon, il n'y a plus personne qui voulait les diriger Accor. Peut-être qu'il va rester plus longtemps, lui, non ? Et qui aujourd'hui, lui, est en train d'essayer de démontrer comment il va diriger le groupe. Alors il est à sa 3e année, je crois. Bon, on est encore en contact et voilà, on se voit parce qu'on se connaît quand même finalement très bien. Et lui-même se trouve maintenant face à des actionnaires qui sont des Chinois, qui ont pris 15% du groupe Accor et qui commencent à vouloir dire, bah, finalement, si on avait 29% du groupe, ça serait tellement plus rigolo. Et donc là, voilà, alors j'irais peut-être lui donner des conseils sur comment on traite des actionnaires qui veulent monter à votre capital. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons voir un petit peu plus les nouvelles stratégies du groupe TF1 sous l'ère Pélisson. Donc, quand vous êtes arrivé, vous avez un petit peu donné l'impression d'être un iconoclaste, de quelqu'un qui allait innover, révolutionner le TF1 tel qu'on le connaît. Alors, par exemple, l'image, c'est un peu Yann Barthès, le transfert de Yann Barthès entre Canal+ et TF1, un véritable marqueur du renouveau de votre chaîne. Alors, s'agit-il d'une imitation un petit peu de ce qui avait fait le succès de Canal+ à une époque, prendre un petit peu le ton décalé, un petit peu plus jeune, une liberté de ton, une sorte d'esprit TF1. Est-ce que c'est votre volonté au travers de toutes vos actions ? Il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que quand je suis arrivé à la tête du groupe, à la fois le groupe a des fondamentaux extrêmement solides, donc c'est pas une entreprise qui va mal, qui est en danger, on peut toujours voir un peu du danger, mais qui est attaquée, mais des audiences quand même, mais qui est quand même une entreprise qui se porte bien, qui est leader sur le marché, qui est leader en Europe, on est les seuls à être leader avec autant d'écart sur le numéro 2. Donc je veux dire, il y a des entreprises qui vont beaucoup plus mal que le groupe TF1. Une fois qu'on s'est dit ça, c'est vrai qu'il y avait un certain nombre de questions à se poser. Et moi, j'ai voulu reconstruire une équipe autour de moi qui pouvait avoir d'abord comme atout de très bien s'entendre entre eux, avec évidemment moi mon arrivée. Donc j'ai fait quelques nominations dans mon comité exécutif, à commencer par Ara Prikian, qui est venu de chez Canal, mais qui est un ancien de TF1, puisqu'il avait bossé 10 ans chez TF1, il est allé 10 ans chez Canal, et donc il a... directeur des contenus. Il a notamment développé D8 avec plein d'autres personnes, installé Cyril Hanouna, etc., etc. Et à partir de là, c'est vrai que on s'est mis au travail, on a commencé à réfléchir en disant en quoi on pourrait à la fois capitaliser sur tous les succès qui ont été réalisés par l'équipe précédente, Nonce Paolini et toutes ces équipes, et en même temps commencer à donner une touche peut-être de renouvellement, plus moderne, enfin vous l'appelez comme vous voulez, sur un certain nombre d'aspects. L'un des défis, enfin l'une des choses que j'ai apprises chez Accor et qu'on a mis en place, ça a été le management d'un portefeuille de marques. Un groupe comme Accor, quand j'étais arrivé, on se posait la question du luxe. Et mes actionnaires disaient, mais est-ce qu'il ne faut pas sortir du luxe? Sofitel, c'est pas terrible. Et finalement, tout le monde préfère Hyatt, Hilton, Four Seasons, etc. On s'était battu pour rester dans le luxe en disant on va repositionner Sofitel et puis on va faire un portefeuille de marque. Et on avait créé Pullman, si vous connaissez les hôtels Pullman. On a créé des hôtels qui s'appellent M Gallery, le Molitor en est un exemple, ou d'autres. Bon. Et en disant on peut avoir un portefeuille de marques qui sont relativement intéressants et qui vont permettre vis-à-vis du client aujourd'hui d'avoir différentes marques, même si les moteurs derrière et le back-office sont partagés. Dans un groupe comme TF1 aujourd'hui, c'est un peu la même chose. On a un navire amiral qui est TF1, et puis vous avez des chaînes, les fameuses chaînes de la TNT, qui sont TMC, NT1, HD1. Et donc l'idée a été de dire il va falloir renforcer à la fois, bon, TF1 marche plutôt bien, il y a pas mal de succès, mais par contre, on est peut-être moins incarné, moins personnalisé quand il s'agit de parler de TMC, de NT1 et de HD1. Et c'est là où l'idée, par exemple, de Yann Barthès est arrivée en disant, voilà, on sait qu'un certain nombre de gens sont malheureux là où ils sont. Alors ça peut être le service public, ça peut être dans le groupe Canal. Est-ce qu'il n'y a pas des personnalités qui pourraient nous aider à la fois à incarner une chaîne comme TMC et puis relancer un certain nombre de choses par ailleurs sur TF1? Et donc c'est entre guillemets, le deal, et donc Ara Prikian connaissait assez bien l'équipe du Petit Journal. Moi-même, j'ai appris à les connaître, que ce soit Yann Barthès, que ce soit son producteur Laurent Bon. Et à partir de là, assez vite, on a trouvé qu'on pouvait faire des choses ensemble. Et donc, alors rendez-vous évidemment à la rentrée,
stay tuned, sur le thème de comment relancer avec une émission en access TMC, et puis une émission qui sera sur TF1, plutôt un late night show. Justement, pour revenir un petit peu sur ces 4 chaînes, donc, comme vous l'avez dit, TF1 est un peu le vaisseau amiral de ces 4 chaînes en clair, mais il y a également donc, TMC, comme vous l'avez dit, avec Yann Barthès qui arrive très bientôt sur cette chaîne, mais également NT1 et HD1. Pour être franc, j'avais un peu de mal à cerner l'identité de chacune de ces 3 chaînes qui ne sont pas le vaisseau amiral. Donc j'ai été sur Twitter pour voir un petit peu les programmes qui étaient diffusés par ces 3 chaînes. Et pour être franc, je me suis aperçu que c'était à peu près la même chose que ce qui était diffusé sur TF1, à savoir des épisodes des Experts Miami, des Experts Manhattan ou encore des épisodes de Confessions intimes, le tout diffusé sur les 3 chaînes, en boucle, j'oserais dire. Est-ce qu'il y a des nouvelles étapes à venir pour donner une identité particulière à NT1 et HD1 dans les prochains mois, les prochaines années? Pour l'instant, on dirait un peu que ce sont 2 chaînes qui recyclent du TF1 pour occuper un petit peu l'espace de la télévision. Alors, beaucoup de ces chaînes sont conçues comme ça, pour être des chaînes de replay et de rerun de programmes. TMC donc va être plus incarné par un certain nombre de films et de séries. On travaille actuellement sur le branding de ces chaînes, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de travail peut-être sur la marque. La marque TF1 a été beaucoup travaillée. On a une tagline qui dit partageons des ondes positives, et il y a eu tout un travail de fait sur le logo TF1, etc. Mais ça n'a pas été fait du tout sur TMC, sur NT1, sur HD1. D'où votre frustration, et la mienne d'ailleurs. À partir de là, c'est vrai le fait de faire venir Yann Barthès va nous permettre à la rentrée de faire déjà bouger les lignes de TMC. Donc TMC, c'est plutôt des cibles d'audience plutôt actives, plutôt un peu plus masculines. C'est Gotham, le feuilleton de la célèbre ville de Batman. Il y a pas mal de séries, effectivement. NT1 est plus une chaîne qui se veut plus féminine. Il y a Secret Story, qui est un des grands classiques. Donc il plaît beaucoup plutôt aux jeunes femmes ou aux jeunes filles. Des grosses communautés web, et ça c'est très important pour nous, parce qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, mais désormais on regarde la télé, mais on a aussi des communautés sur le web qui permettent de suivre nos téléspectateurs ou téléspectatrices, et sur NT1 c'est important. Et HD1 est plus une chaîne avec un mélange de séries et de contenu. Et puis alors il y a LCI, dont j'ai pas encore parlé, mais évidemment, vous le savez sans doute, on a en début d'année eu la bonne, pas surprise parce qu'on s'était battu pour ça, mais la bonne nouvelle de pouvoir passer en clair sur la TNT. Et donc LCI a rejoint les chaînes dites donc accessibles en clair d'information, avec un cahier des charges un peu différent de BFM ou de iTélé, avec un peu plus de reportages et de magazines. Et donc là aussi, on a dans le mercato qui vient d'arriver, on a fait venir un des meilleurs journalistes certainement de France, qui est Yves Calvi, qui anime l'une des plus belles matinales sur RTL, et qui était sur C'est dans l'air, et qui va venir à la rentrée en fin d'après-midi sur LCI. Voilà. Alors, peut-être une idée d'éditorialisation pour une de ces chaînes. Alors, une des remarques qu'on m'a fait en préparant cette interview, c'était « Rendez-nous la Champions League ». Franchement, c'est revenu régulièrement. Alors, on voit que vous êtes désengagé de plus en plus vis-à-vis du sport, particulièrement du football. Alors, on pense par exemple à la vente de vos parts Eurosport en 2015. On pense également donc à cette fameuse Champions League. Est-ce définitif, ou reverrons-nous un jour le football, enfin davantage de football sur les chaînes du groupe TF1 ? Vous êtes absenté de Paris, là, récemment ou... Non, alors il y a l'Euro, mais... Ah, vous avez oublié l'Euro. Oui, non, mais... Non, ils ont juste oublié qu'il y avait 22 matchs de l'Euro qui étaient sur TF1. Oui, mais moins de diffusion que les années... Enfin, que la Champions League, vous voyez ce que c'est. C'est parce qu'il y a eu un match sur D8 que vous... Ah oui, totalement, oui. Moi, je voulais pas changer, je voulais rester sur TF1. Mais bon, voilà, à un moment, vous devez faire des choix dans la vie. Mais entre 22 matchs de l'Euro, tous les matchs de l'équipe de France en préparation... et la finale de la Champions League, vous voyez, il n'y a pas vraiment photo. Donc à un moment, bon oui, bien sûr, D8 a fait, mais c'est bien qu'on en parle parce que c'est assez symptomatique.
Ils ont fait un match, voilà, qui a été la finale de la Ligue des Champions. On est aujourd'hui au cœur de l'Euro. On a un très très gros dispositif. Vous l'avez vu, le premier match qui a été diffusé, France-Roumanie, fait 14 400 000 téléspectateurs. Je crois que la Champions League a dû faire 4 millions 8. Enfin, vous voyez, surtout confondez pas, quoi. Je veux dire, je sais pas voilà, il faut pas se tromper de débat et surtout des investissements et du commitment, enfin de l'engagement qu'on a au niveau du football. Je vous rappelle simplement, si je fais un peu de pub, que prochaine Coupe du Monde, donc 2018. C'est notre rythme de vie désormais, sera en Russie. Elle sera sur TF1. En 2019, vous allez avoir la Coupe du Monde de football féminin à Paris, en France, qui sera sur TF1. Et en 2022, vous aurez la future Coupe du Monde qui sera, elle, au Qatar, qui sera aussi sur TF1. Donc moi, je veux bien qu'on se désengage du football, mais je peux vous dire qu'au quotidien, c'est pas tout à fait ça. Vous n'avez pas mentionné aussi dans le Mercato Grégoire Marcoton, qui est l'un des plus célèbres commentateurs de football de France, qui était ex-Canal, qui vient de nous rejoindre, associé à Bichente Lizarazu. Donc si demain soir vous allez écouter ou regarder le match sur TF1 France-Albanie, vous aurez ce duo qui vient d'être formé. Ce soir, on a Christian Jean-Pierre et Rudy Garcia. Voilà, enfin je veux dire, on a une très très grosse équipe et les équipes de sport sont plutôt très bien placées. Alors on s'est un peu désengagé du sport, et en quoi vous avez raison, parce que la Formule 1 était à l'époque sur TF1 et désormais la Formule 1 est sur Canal en payant. Tout ça parce qu'il existe un certain nombre de sports où les droits sont devenus tellement chers qu'à un moment, les systèmes, seuls, voilà, le payant peut se payer de tels sports. Ça a été l'émergence, vous le savez, en France de beIN. Et puis le modèle historique de Canal+, et la guerre entre les deux a fait qu'aujourd'hui Canal perd beaucoup d'argent. C'est en général ce que je lis dans les déclarations de Vincent Bolloré. Et que derrière, il y a eu cette tentative d'association. Voilà, vous avez des formidables photos entre Canal+ et beIN qui vient d'être rejetée par l'autorité de la concurrence en disant pas du tout. Vous n'avez pas le droit de vous associer tous les deux, puisque là, vous auriez quasi monopole sur le payant. Voilà, donc on en est là. Et nous, on a vraiment une ligne qui est effectivement de garder des formes de sport sur TF1, voire une belle couverture sur LCI. Et parmi celles-là, le football est important. L'année dernière, on a couvert entièrement la Coupe du Monde de rugby. On est en renégociation sur la Coupe du Monde aussi de rugby. Donc voilà, on va essayer au fil de l'eau d'avoir du sport. Mais en fait, la question, c'était davantage en fait sur le foot, parce que quand on compare un petit peu le retour sur investissement, par exemple, des 2 dernières Coupes du Monde, rugby, football, on voit quand même des pertes. Vous n'avez pas mentionné les 35 millions donc de pertes à la Coupe du Monde 2014 pour la diffusion. Alors qu'à côté, le rugby, effectivement, fonctionne très bien. On est un gain de environ une marge de 3 millions, non ? Mais justement, en fait, est-ce que c'est une recomposition autour d'autres sports ? Et moi, vraiment, la question, c'est au niveau des droits. Est-ce que le foot est encore les droits sont très très chers. Ouais. Là, la soirée, ce qui se dit, c'est que la soirée de la Ligue des Champions coûte à D8, je sais pas, c'est peut-être 2 millions d'euros. Les droits valent entre 3 et 4 millions d'euros pour des matchs comme cela, et la recette publicitaire, elle est de 1 million, 1,5 million. Donc c'est vrai qu'à un moment, vous pouvez faire ça sur une soirée, mais enfin faire ça tout le temps, ça quand même, il faut avoir des poches très très profondes. Donc à un moment, c'est vrai que ce sont des choix et tout le monde est confronté à faire des choix. Donc nous, à un moment, c'est le choix à la fois de programmes qui sont phares et leaders, et donc c'est plutôt le positionnement de TF1, de grands rassemblements. Donc c'est vrai qu'1 euro en France, par définition, on se devait d'être le leader en termes de retransmission pour TF1. Coupe du Monde, même idée. Les droits étaient plus chers. Les droits ont plutôt tendance à se stabiliser au fil des années. Et les audiences du rugby sont pas du tout les mêmes. Les droits sont pas non plus les mêmes. La future Coupe du Monde en 2019 de rugby doit avoir lieu au Japon. On aura des matchs le matin. Et donc après, pour les diffuseurs que nous sommes,
Tout dépend, vous voyez, à la fois du moment, enfin les moments on les connaît à peu près, sauf par exemple la Coupe du Monde au Qatar aura lieu en novembre, ce qui va être quand même assez bizarre parce qu'on est tous habitués, enfin pour les fans de foot, à ce qu'une Coupe du Monde ça ait lieu quand même au mois de juillet, enfin juin et juillet. Donc ça peut changer, et puis surtout le décalage horaire. Demandez au service public cet été, si vous êtes des fans de sport, vous allez voir arriver les Jeux Olympiques de Rio. Vous avez 5 heures de décalage, la plupart des finales ont lieu entre 1h et 3h du matin. Ouais. Donc on ne peut pas se réjouir du malheur des autres, mais voilà, ça ne sera pas facile pour les audiences de France Télévisions. Justement, vous parliez à un moment de choix, vous avez évoqué M. Bolloré. Quel regard vous portez sur les décisions qu'il a prises récemment depuis qu'il était à la tête du groupe Canal+. Est-ce que vous êtes pessimiste vis-à-vis de l'avenir de Canal ? On parle de 475 millions d'euros de pertes prévues en 2017 et de moins 200 000 abonnés au premier trimestre 2016. Je crois qu'en tant que chef d'entreprise, enfin le parcours de Vincent Bolloré est assez exemplaire. Donc je veux dire, on n'est pas, enfin moi je suis pas là pour critiquer ou porter un jugement, si ce n'est que son parcours est assez exemplaire par rapport au groupe qu'il a créé. À partir de là, c'est vrai que sur Canal+, on voit bien comment le modèle français peut arriver à bout de souffle. On est dans un environnement où nous, groupe du privé, on est en concurrence avec un acteur du public qui lui-même fonctionne à la fois avec une redevance et puis qui prend aussi 300 millions d'euros de recettes publicitaires, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des pays d'Europe où uniquement la redevance doit faire vivre l'acteur public. Donc c'est compliqué. On a un système aussi de production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles où, vous savez, on est le seul pays au monde où, en tant que financeur d'une œuvre, on n'en est pas propriétaire, qui est quand même aberrant, et donc c'est le producteur qui en est propriétaire. Donc ça pose un certain nombre de problèmes, évidemment, puisqu'on n'a pas de catalogue alors qu'on paye les œuvres. Et donc là, vous arrivez à un moment où à la fois la course dont on parlait au droit sportif avec beIN a évidemment appauvri et beIN, qui a d'immenses pertes, et Canal+, les deux essayant peut-être de s'associer, et d'après les dernières déclarations, je crois, de Vincent Bolloré et du patron de Canal, Jean-Christophe Thierry, j'ai l'impression que les options qu'ils prennent, c'est plus d'aller sur un modèle plus payant, avec de moins en moins de clercs sur Canal, de façon à retrouver une base d'abonnés, et avec évidemment des contenus que les abonnés, j'imagine, apprécieront. Justement, au niveau de contenu, si on s'attarde un petit peu sur le sort du grand journal, avec des audiences qui ont baissé quasiment en continu sur les derniers mois, la refonte des Guignols de l'info, qui semble beaucoup moins drôle aujourd'hui, et vous qui recrutez Yann Barthès pour TF1 et TMC, est-ce que vous êtes optimiste par rapport à la programmation ? Est-ce que vous pensez qu'elle va motiver de nouveaux abonnés à s'abonner à Canal+? Écoutez, on va chacun avoir nos problèmes. Donc moi, je vais essayer de traiter ceux de TF1 et on va les laisser traiter ceux de Canal+. D'accord. Justement, si on s'attarde un petit peu sur le groupe TF1, depuis plusieurs années, le groupe TF1 diversifie ses sources de revenus par le biais de ses filiales TF1 Games et TF1 Licences, avec par exemple des licences qui sortent du champ d'influence traditionnel que l'on peut associer au groupe TF1, à l'image des Barbe à Papa, de Haribo, ou d'un jeu de société qui s'appelle Chronobomb et qui semble faire un tabac depuis plusieurs années au moment de Noël. 2 ans, oui, 2 ans. Est-ce qu'il s'agit de simples relais de croissance, ou est-ce qu'on assiste aujourd'hui à une transition progressive vers une entité plus diversifiée et qui serait moins assimilable à celui d'une chaîne de télévision ? Oui, je crois que vous devez oublier la notion de chaîne de télévision. On est plutôt un groupe de médias. En tant qu'acteur du privé, la façon de diversifier nos revenus et d'apporter de la valeur à nos clients. Alors, on a 2 types de clients. On a le téléspectateur final qui regardera nos programmes de télévision ou qui ira sur le web parce qu'il aura vu un replay ou parce qu'il aura consommé ou il sera en train d'échanger sur un programme qu'il a vu par rapport à une communauté du web. Et puis, on a les annonceurs.
C'est-à-dire qu'évidemment, il y a les annonceurs qui, eux, investissent des budgets de publicité, soit dans des émissions, soit dans le replay que vous mentionniez sur MyTF1, etc. Et à un moment, on considère, nous, qu'aujourd'hui, bon, on est dans ce que j'imagine vous devez avoir comme cours à l'ESSEC, le brand content. Donc c'est je sais pas comment on dit en français, c'est l'extension de la marque. Mais qui est le fait de faire vivre une marque, non pas simplement parce que je vous vends des spots de 30 secondes de façon très linéaire, mais c'est à la fois faire vivre votre marque sur un programme de télévision, la décliner sur peut-être de l'interactivité web, et puis si jamais je peux faire un jeu de société, un spectacle, avoir des types de sponsoring, on peut décliner pas mal de choses avec effectivement les différents métiers qu'on fait. Donc on fait à la fois de la production audiovisuelle, on fait des spectacles, des comédies musicales, on a un label de musique. Donc on a un groupe qui est très varié, on a 250 métiers dans notre groupe. Donc c'est assez riche. Et nos clients peuvent désormais en profiter. Donc c'est vrai qu'on vient de racheter, par exemple, on a une société de production qu'on a racheté récemment en début d'année qui s'appelle Newen, qui vient de racheter un site de beauté qui s'appelle Beauté Test. Beauté Test, c'est un test enfin c'est un site où des tests, je ne sais pas si on dit, excusez-moi mesdames, de testeuses de produits cosmétiques s'expriment. Et par exemple, évidemment, toute la communauté de nos annonceurs cosmétiques sont très friands de ce genre de test. Et voilà. Et donc, on enrichit l'expérience parce que peut-être que L'Oréal ou d'autres vont s'intéresser à nos publicités, mais également pour avoir un dialogue avec eux parce que en parallèle, on aura une activité sur le web qu'on pourra faire partager, élargir, etc., etc. On est beaucoup là-dedans aujourd'hui. D'accord. Nous allons maintenant passer au traditionnel petit jeu des mardis. Donc le concept est très simple. Vous avez 3 options et ce sera un plutôt, plutôt ou plutôt. Alors, tout d'abord, si vous deviez vous retrouver enfermé 24 heures dans une de vos émissions télé, ce serait Koh-Lanta pour apprendre l'adversité et comprendre qu'être le meilleur vous attire parfois des inimitiés, Danser avec les stars pour apprendre à danser et comprendre qu'en traverser du désert, la dignité est parfois superflue, Secret Story pour apprendre qu'on a tous quelque chose à cacher, même si la bêtise, elle, finit toujours par ressortir. C'est Koh-Lanta. Ça ne m'étonne pas. L'aventurier en moi. Ensuite, selon vous, quelle expérience professionnelle serait la plus enrichissante ? Faire une parade Disney dans un costume de Pluto, se mettre à la place d'autrui pour apprendre l'empathie, faire un stage ouvrier de 3 mois au Ben Marel à Andrézieux dans la Loire, le dur labeur pour apprendre l'humilité, ou encore faire un stage en tant que night manager dans un hôtel au Cameroun, une pointe d'originalité sur un CV ne fait pas de mal. Oui, alors moi j'ai fait un stage, c'est plutôt Ben Marel, je crois que c'est mon copain Thierry Peugeot. Moi j'étais chez Creusot-Loire. Mais oui, alors j'ai fait les 3, oui, donc c'est ça ce que vous voulez dire. La plus enrichissante, je sais pas. Plutôt, c'est pas facile parce que, enfin, ça marche par taille chez Disney. Donc moi, je fais à peu près 1m70, donc je suis plutôt. Ou tic et tac. J'étais tic ou tac. Mais c'est vrai que vous parlez pas. Mais par contre, les expériences avec les familles, les enfants, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Le stage ouvrier chez Creusot-Loire, ça remonte à assez longtemps, mais ça a été une expérience formidable avec des ouvriers qualifiés. Moi, j'étais évidemment non qualifié. J'ai vissé des boulons et essayé de monter des appareils qui étaient à l'époque des véhicules de l'avant blindé que fabriquait Creusot-Loire à Rive-de-Gier, et ça a été une expérience humaine fantastique. Bon, et puis Night Manager au Cameroun, c'était un Novotel à Douala. J'y ai passé 6 mois et ça a été une très très belle expérience parce qu'à la fois la découverte de l'Afrique, d'un pays magnifique qui est le Cameroun, et puis après tous les aléas qu'il peut y avoir quand vous êtes de nuit dans un hôtel en ouverture, à l'époque au Cameroun où une nuit sur 2 on ne devait plus avoir d'électricité, on avait des frigos pleins de viande avec des chambres froides qui n'avaient plus d'électricité, etc., etc. Enfin des trucs assez rigolos. Donc je ne sais pas choisir. D'accord, merci. Ce sera votre seul joker. Alors, ensuite, quel chauffeur de salle embaucheriez-vous pour le mariage de vos enfants ?
Arthur pour 120 minutes de bonheur et certainement de lourdeur. Jean-Pierre Pernaut pour un événement rural et bien de chez nous. Ou alors Laurence Boccolini pour éviter tout débordement et instiller la crainte et le respect dans le cœur de votre gendre. Oui, là, mon cœur balance aussi. Écoutez, j'aime bien les trois, donc j'ai pas de... Voilà, c'est peut-être le Arthur en chauffeur de salle. Si jamais ça doit être un chauffeur de salle, Arthur est un garçon fantastique. Jean-Pierre a beaucoup d'humour, mais voilà, c'est pas tout à fait lui que vous prenez comme chauffeur de salle, mais même si c'est... Il adore le club méditerranéen, il a un très grand sens de l'humour, donc je crois qu'il doit pouvoir s'amuser aussi dans les mariages. Et quant à Laurence Boccolini, effectivement, elle peut faire très très peur. Donc voilà, dès lors que vous n'êtes pas le maillon faible, tout va bien. Quelle serait aujourd'hui la meilleure acquisition pour le groupe TF1 ? La chaîne YouTube de Norman fait des vidéos pour toucher 95% des 8-15 ans. La page Facebook de l'humoriste Ludovic, qui est aujourd'hui likée par 1,5 million d'utilisateurs. Ou encore la chaîne Twitch de Gaming TV, parce que regarder des gens jouer, c'est l'avenir. Et là aussi, les trois sont très tentants et on regarde un peu sur les trois, c'est-à-dire qu'à un moment, vous avez pas mal de blogueurs célèbres. Vous l'avez peut-être vu l'année dernière, vous parliez de Danse avec les stars. On a eu Enjoy Phoenix qui est venu danser à Danse avec les stars, qui était une aventure assez inespérée et qui a été formidable et qui vous est prouvé être une très bonne danseuse, qui est allée très loin dans la compétition. On a pas mal, effectivement, de nouvelles stars qu'on essaye d'attirer et qui ont envie de faire de la télévision, mais c'est pas forcément évident pour eux. Et puis Twitch est vraiment quelque chose qu'on regarde de très près. Donc, bon, là aussi, un rachat de Twitch, c'est compliqué. On n'en est pas encore là, mais voilà, mais c'est intéressant. Vous avez des Donc la meilleure acquisition, bon, je sais pas, voilà, il y a peut-être... Dans un monde idéal, ça serait un peu des trois. Je mettrais bien un petit ticket sur chacun. Mais peut-être ce serait Twitch, effectivement, qui pourrait être... D'accord. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons aborder une troisième partie dans notre débat. Donc, c'est plutôt les enjeux d'un grand groupe média. On pourrait sous-titrer ça, la télévision est-elle dépassée ? Donc, tout d'abord, qu'on les appelle millennials ou génération Y, les jeunes se désintéressent quand même de plus en plus de la télé. Certains trouvent les programmes inintéressants, d'autres trouvent le modèle linéaire de diffusion dépassé, et certains, en fait, trouvent qu'il n'y a pas assez de liberté de ton au sein de la télévision. Bref, maintenant, ils préfèrent un petit peu plus des plateformes comme YouTube. Comment la télévision peut-elle lutter ? Est-ce que c'est en faisant venir des stars de ces plateformes-là à la télévision, ou bien en innovant ? Oui, enfin, je crois qu'à la fois il y a le phénomène que vous décrivez, mais dites-vous bien que vendredi dernier, il y avait quand même 14 millions de personnes devant un match de foot. En février dernier, il y avait 11 millions de personnes qui ont regardé la soirée des Enfoirés. Il n'y a aucun média au monde qui peut faire ça dans notre pays, quoi, de façon aussi puissante. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas forcément vous avez cette utilisation de la télévision qui est différente, mais surtout, vous ne trompez pas et regardez bien les statistiques, parce que c'est ce que nous, on regarde. À la fois, la durée moyenne de visionnage, on va dire, de la télévision ne diminue pas. Sur les tranches d'âge les plus jeunes, c'est moins, mais c'est de façon très, comme vous l'avez dit, très décalée. Je choisis et je suis dans le délinéarisé. Et puis surtout, n'oubliez pas qu'il y a des cycles de vie. C'est-à-dire que, par exemple, un jeune couple qui vient de se marier, ou pacsé et qui a un bébé, ils vont repasser du temps à la maison et ils regarderont la télé. Donc, à un moment, oui, vous avez ces tendances sur les très jeunes où, effectivement, il y a peut-être une consommation différente des écrans. Mais dites-vous bien qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant d'écrans chez nous. On est à 7 écrans par foyer français. C'est énorme. Donc, en termes de regarder des contenus vidéo et autres,
c'est assez formidable. Et pour nous, ce sont des opportunités fantastiques. Alors, par exemple, c'est vrai que quand on fait une fiction française, comme, je sais pas, on a fait récemment Le Secret d'Élise, qui était, ou Sam, avec Mathilde Seigné, qui sont des séries qu'on fait sur peut-être 3 soirées, avec par tranche de 2 épisodes. Vous avez en moyenne 6 à 7 millions de personnes qui regardent la série en direct, en linéaire, et on a en catch-up 15 à 20%. Donc on est encore à 1,2 million, 1,3 million de personnes qui vont sur MyTF1 et qui vont le revisionner après. Donc c'est vrai qu'on consomme de la télévision différemment, mais il n'y a pas du tout un désamour de la télévision. Enfin, je veux dire, ce sont des, voilà, c'est 2 sujets totalement différents. Les jeunes générations la regardent moins comme la regardaient peut-être à notre génération ou nos parents et grands-parents. Mais en termes de consommation de télévision, on reste autour des 3 heures et quelques. En France, on est à 3h30 sur la population moyenne, et il n'y a pas de vrai sujet là-dessus. C'est plus une consommation qui est différente, qui nous pose un certain nombre de défis, parce que par définition, entre un écran de mobile, une tablette et puis un grand écran, c'est vrai que on peut se dire les contenus doivent pas être les mêmes, donc il faut les adapter. Il y a pas mal de choses là-dessus, et je pense que c'est tout le travail qu'on a à faire. Et donc aucune crainte à avoir de la stratégie, par exemple, d'un YouTube qui développe maintenant des contenus originaux avec YouTube Red. Aucune crainte de Netflix aussi qui développe leurs propres contenus. C'est pas aucune crainte, c'est comment on les accompagne avec nous-mêmes. Voilà, on est par exemple partenaire de Facebook Live, donc vous pouvez voir par TF1. TF1 est partenaire de Facebook Live. On a considéré qu'il était intéressant de nous associer à eux. Si on parle de Netflix, vous l'avez peut-être vu, on a créé un peu la surprise dans le PAF là aussi, en disant avec Ara Aprikian, on peut avoir une soirée événementielle lors du lancement de la série qui était un soap Marseille, pardon, avec Gérard Depardieu et Bruno Magimel. Et en disant, on va prendre 2 épisodes, on les mettra bout à bout, et on fera une soirée exceptionnelle pour lancer Marseille. À la fois, on est peut-être assez souvent en confrontation directe avec Netflix, parce que Netflix achète beaucoup de contenu, notamment à Hollywood, et des droits SVOD de façon mondiale, ce qu'on ne pourra jamais faire. Mais c'est vrai qu'à un moment, Netflix a aussi besoin d'avoir des contenus locaux, européens ou français, et ils ont besoin de partenaires. Et là vient la question de dire, est-ce que TF1 doit simplement les considérer comme des ennemis à jamais, ou est-ce qu'à un moment on a intérêt à se dire, oui, sur certains territoires, et je pense que c'est beaucoup la vie du business d'aujourd'hui, on est sur certains terrains de jeu, on est plutôt en confrontation et en compétition, et sur d'autres terrains de jeu, on peut être en partenariat. Alors c'est très difficile, c'est ce qu'on appelle de l'agilité, et il faut être assez agile. Mais moi je crois beaucoup à cela, et donc ce qu'on a fait avec Netflix, ça a été de dire, ok, on fait un partenariat, à la fois on vous sert de tremplin pour lancer Marseille, vous investissez beaucoup de publicité chez nous, donc ça ils l'ont fait. Lors de la saison 2, s'il y a une saison 2, et a priori je crois qu'il y aura une saison 2, nous aurons la possibilité de passer la saison 1 sur TF1 pour tous les gens qui ne sont pas abonnés à Netflix. Et qui sait, en tissant ces liens-là, on peut aussi penser que peut-être Newen, donc notre société de production, qui produit Candice Renoir, qui produit Plus belle la vie sur FR3, qui produit le magazine de la santé de Michel Simès, etc., pour le service public également, qui a produit Versailles pour Canal, un jour aura une production internationale et sera très contente de pouvoir vendre via Netflix ou à Netflix. Vous voyez, donc c'est pour ça que c'est pas un monde qui est aussi catégoriel que celui-là, en se disant, voilà, on est forcément ennemis avec eux et donc on pourra jamais se parler, ou c'est eux qui vont tout manger et il y aura pas de place pour les autres. Moi, je crois pas tellement à cette vision-là du monde. Est-ce que vous êtes vraiment gagnant dans ces mini-deals? Par exemple, vous avez parlé de Marseille. Est-ce que c'est pas un peu de la figuration d'avoir diffusé les 2 premiers épisodes? Est-ce que, à l'avenir, est-ce que vous envisagez des partenariats plus forts pour mieux concurrencer Netflix, ou est-ce que vous allez vous limiter à du petit teasing d'épisodes qui seront ensuite diffusés sur Netflix? N'oubliez pas en France que là aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, on a toutes ces exceptions qui font le charme de notre beau pays. On a à la fois le côté, ce que je disais, les producteurs qui sont propriétaires des œuvres et pas les diffuseurs, enfin les financiers, les financeurs, mais on a aussi la chronologie des médias.
Et la chronologie des médias fait que Netflix ne peut pas diffuser alors les films récents, un certain nombre de choses qui font que aujourd'hui l'offre de Netflix elle est assez limitée. Il y a beaucoup de séries, mais il n'y a pas énormément dans les fonds de catalogue et notamment sur les films. Il n'y a pas grand-chose puisque de toute façon, soit c'est Canal, soit c'est la protection de la chronologie des médias. Mais cette chronologie est amenée à changer. Pas du tout. Il y a quand même pas mal de discussions autour de ça. Alors je sais que ça reste au stade de discussion actuellement, mais vous voyez la chronologie rester. Vous avez un lobbying en France sur ces sujets-là. Bonne chance si vous voilà. Alors vous avez. Il y a aussi un lobby des taxis, mais vous avez le droit de le croire, mais voilà, on est en France. Ne l'oubliez surtout pas. D'accord. Vous avez vu les taxis quand ils sont pas contents. C'est vrai qu'il y a Uber, c'est formidable, mais vous avez vu quand les taxis commencent à bloquer le périphérique, c'est pas très facile pour n'importe quel gouvernement de changer la loi sur les taxis, quoi. Et vous l'avez vu dans la plupart des grandes villes du monde, quand les taxis qui ont des lobbies extrêmement forts. Alors, je ne sais pas qui gagnera à la fin. On voit bien l'intérêt, évidemment, et on est dans une société de partage. On est, voilà, l'apport de fait que peuvent faire des sociétés comme Uber, etc. Mais l'ubérisation aussi joue un moment contre Uber. Et vous le savez, YouTube est un acteur formidable. Si vous êtes américain et actionnaire de Google, c'est fabuleux. Si vous êtes dans le partage de la valeur et une petite entreprise qui cherche à créer de la valeur en partageant de la valeur avec des gens sur le net, bonjour avec YouTube. Nous, on a fait un procès à YouTube, on s'est mis d'accord avec eux. Il y a très peu de partage de valeur. Donc, à un moment, oui aux GAFA, mais attention, avec quelles règles du jeu doivent-ils jouer? D'accord. Si on revient un petit peu sur le contenu qui est diffusé sur TF1, TMC, HD1 et NT1, on recevait il y a très peu longtemps Jack Lang, qui a déclaré lors de sa venue au mardi mi-mai: à l'époque, je n'aurais jamais accepté la création de la TNT. La TNT, c'est la multiplication des chaînes de la crétinisation. On livre les gens à une télévision qui est de plus en plus médiocre. Qu'est-ce que vous répondez à M. Lang quand il parle de crétinisation et du contenu des différentes chaînes, par exemple voilà, de HD1, TMC, NT1, qui font partie de la TNT? Ben, on vient venu au XXIe siècle et dans l'ère du web. On peut s'acharner sur ces chaînes de la TNT, mais vous le savez comme moi, si demain vous allez sur votre ordinateur avec un débit un peu puissant, vous allez avoir accès à un nombre de chaînes vidéo et de MCN qui sont stupéfiants et sur lesquels vous allez voir des trucs encore plus crétins que sur les chaînes de la TNT. Donc à un moment, oui, pourquoi pas, mais je veux dire, le monde est un monde de choix aujourd'hui. On peut tous regretter que voilà, les contenus soient pas exactement ce qu'on souhaiterait. Ce qui est fabuleux, c'est de voir le choix comparé à nos parents qui avaient 5 ou 6 chaînes de télévision. Bon, on peut toujours regretter le côté abondance du choix. Moi, je crois que c'est quand même un vrai progrès et dans l'ouverture sur la culture, sur les civilisations, etc., etc. Il y a beaucoup de choses. Donc c'est vrai que sur la TNT, vous avez aussi... Alors il y a les chaînes de la TNT, il y a les chaînes du câble. Vous avez des choses fantastiques parce qu'elles s'appellent, si je commence par chez nous, Ushuaïa, ou Histoire, ou d'autres chaînes. Et puis vous en avez d'autres qui sont les Discovery et compagnie, qui sont des chaînes culturelles, qui sont des chaînes... Bon voilà, il y a des chaînes musicales, etc., etc. Donc je crois qu'il faut plutôt voir le choix que cela vous offre plutôt que de dire voilà, elles ne sont pas d'un très bon niveau culturel. Donc si on fait un choix aujourd'hui et qu'on décide de regarder un programme culturel ou intellectuel, on ne zappe pas sur TF1 ou TMC, on va sur une autre chaîne ou sur une chaîne YouTube? Oui, je crois que chacun a ses missions dans la vie. Donc, on aimerait d'ailleurs que le service public voilà, remplisse bien ses missions. Ils le font en général la plupart du temps. Mais oui, nous, on n'a pas cette vocation-là. On a une vocation d'être une télévision qui se veut populaire, accessible au plus grand nombre. Donc, c'est vrai que pour les élites, vous serez toujours frustrés de ne pas avoir des émissions plus culturelles. Inversement, si vous regardez
les cases, on appelle ça les cases, du samedi ou du dimanche après-midi, vous avez des reportages qui sont de très très bonne qualité sur TF1. Donc voilà, alors après, voilà, chacun y trouve un petit peu son compte, et il y a certainement des émissions encore plus culturelles sur Arte, notamment, qui se veut être en général l'apanage de la culture. D'accord. Mais si on revient un petit peu sur, par exemple, l'émission Ce soir ou jamais, qui a connu France 2 pendant près de 10 ans, est-ce que, et qui a récemment été arrêtée, est-ce que dans 10 ans, on ne trouvera sur TF1, est-ce que dans 10 ans, on trouvera sur TF1, France 2, etc., uniquement de l'entertainment, et lorsqu'on désirera avoir du contenu un peu plus fort, on sera obligé d'aller sur Internet, parce que tout ce qui sera diffusé donc sur la traditionnelle télévision relaiera uniquement de l'entertainment, qui se rapproche un petit peu du temps de cerveau disponible dont on avait parlé à une époque, et de ce contenu qui ne stimule pas le téléspectateur et qui le prépare simplement pour la publicité qui va suivre. N'oubliez pas qu'on a beaucoup de contenu, nous, enfin en ce qui concerne le groupe TF1, et notamment TF1 et LCI, sur l'information. Donc des rédactions, des journalistes, on a plus de 400 journalistes. Donc ça, c'est très très important dans les programmations, les grilles de nos programmes. Sont des moments de rassemblement très forts des Français. Peut-être que ça, avec le temps, ça pourra s'étioler, mais pour le moment, c'est encore des moments assez forts. Je ne crois pas du tout au côté, on ne trouve que ceci ou cela. Je crois que les gens qui continueront à regarder la télévision y trouveront, et à nous d'assembler, pour ceux qui continueront à regarder la télévision en linéaire, un certain nombre de programmes et qui seront plutôt divers. C'est vrai que de plus en plus, on ira, comme aux États-Unis aujourd'hui, vers certainement je sais pas comment on peut dire ça, mais enfin l'abandon des grilles de télévision telles qu'elles sont conçues aujourd'hui, pour avoir effectivement des accès via notamment le web, c'est ce qu'on appelle l'OTT, donc le over the top, où vous bypassez votre distributeur. Et si vous allez aux États-Unis, il y a des programmes comme Hulu, des plateformes comme Hulu, Roku, etc., qui vous permettent d'avoir accès à une chaîne, un programme spécifique, vous consommez ce programme, et ensuite vous zappez, vous allez ailleurs. Bon, voilà, donc je crois qu'on aura vraiment la cohabitation de ces deux mondes, enfin au moins dans un univers proche. Après, on sait, bon voilà, bien fort celui qui pourra prévoir au-delà de 5 ans. Maintenant, c'est l'heure de la question data. Bon, maintenant, on n'y coupe plus. Hein. C'est toujours la question autour des big data. Un des grands enjeux pour TF1, c'est le revenu issu de la publicité. Or, la publicité digitale est vouée à dépasser celle de la TV en termes de dépenses. Notamment, ce sera en 2017 pour les États-Unis. Et d'ici 2019, ce sera un différentiel de presque 10-15%. Quelle stratégie pour TF1 Publicité dans un tel écosystème? Vous nous avez parlé de MyTF1, notamment essayer de démultiplier les bassins d'audience au travers de Xtra, qui a des programmes de niche. On pense par exemple à l'e-sport, qui touche les millennials davantage que d'autres programmes. Mais globalement, quelle va être votre stratégie face à ce changement de revenus publicitaires? La stratégie, c'est d'essayer d'avoir un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire d'à la fois continuer à faire, et notamment par beaucoup de yield management, des écrans qui soient les plus puissants possibles par rapport aux programmes que l'on choisit. Donc vous imaginez un écran sur les 14 millions de spectateurs de vendredi dernier, ou je ne sais pas combien on fera demain soir sur France Albanie, mais je veux dire, on peut penser qu'il va y avoir un certain momentum. Donc ça, c'est une partie, et c'est la façon de le monétiser, de le packager, de le vendre, et puis après d'avoir aussi les déclinaisons lors des replays, puisque les gens vont les faire des replays sur MyTF1 ou sur nos déclinaisons. Et la monétisation sur le web, où là, la mission de Finder, de Xtra, de tout ce qu'on appelle les MCN aujourd'hui, c'est plutôt d'avoir beaucoup plus d'inventaire d'espace qu'on peut proposer à nos grands annonceurs que sont Renault, Danone, L'Oréal, Coca-Cola, etc., qui ont tous besoin de placer des publicités de façon différente, selon des cibles différentes. Et effectivement, l'un des grands enjeux qu'on a, c'est la data, c'est-à-dire de connaître à la fois les téléspectateurs un par un, ou le plus proche possible de cela,
Pour la première fois en France, on va avoir cet été, donc ça arrive maintenant ces jours-ci, Médiamétrie, qui est donc un peu la société qui donne les statistiques et qui est l'observatoire des audiences. On va passer aux 4 écrans. Donc on va avoir PC, tablette et mobile, en plus de la télévision linéaire. Et donc ça, on sera en avance même sur les Américains avec Nielsen. Et là, l'idée étant évidemment d'essayer de suivre le téléspectateur ou l'individu dans son comportement quotidien, c'est-à-dire qu'il peut à un moment regarder un écran et puis à passer sur un autre, etc., etc. Donc on en est là. On a évidemment des discussions avec les FAI sur les box, pour savoir qui est derrière la box et quelles sont les datas intéressantes qu'on peut tirer de la façon dont les gens regardent leur télévision pour ceux qui sont chez Free, chez Bouygues Télécom, chez SFR et Orange. Voilà, donc c'est vrai qu'on est un peu au début de tout cela. On a fait beaucoup de progrès déjà sur les dernières années, mais c'est quand même, on est quand même work in progress. Hein. On avance. Avant de passer aux questions du public, on était curieux de connaître votre point de vue en tant qu'ex-PDG du groupe Bouygues Télécom vis-à-vis du rachat voulu par Orange du groupe. Stéphane Richard, le PDG d'Orange, se défendait il y a peu de temps en disant « L'échec du rachat de Bouygues Télécom par Orange est un rendez-vous manqué pour le pays ». Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la consolidation aurait été une bonne voie, une bonne nouvelle pour le consommateur vis-à-vis de ce rachat? Je crois que oui, il pouvait se faire il avait pu se faire dans des conditions qui étaient satisfaisantes pour l'ensemble des parties. C'est pour ça que Martin Bouygues l'avait souhaité avec Stéphane Richard, et pour cela il fallait qu'il y ait la conjonction d'un certain nombre de rencontres et d'alignements de planètes. Ça n'a pas eu lieu, donc à partir de là, c'est vrai que Martin Bouygues en a tiré les enseignements, et en disant bon, finalement, renonçons à ce rapprochement et à cette prise de participation, puisque ça résultait dans le fait que Bouygues devienne actionnaire de Orange. Et donc la vie continue. Donc nous, on a forcément une proximité avec Bouygues Télécom où je connais quand même pas mal les équipes, qui est assez naturelle. On est évidemment en tant que TF1 agnostique et on doit parler aussi avec Orange, c'est ce qu'on fait au quotidien, et puis avec tous les distributeurs des box que je citais précédemment. Donc Bouygues Télécom va continuer son chemin, et c'est vrai qu'ils vont continuer certainement à se faire une gentille guerre à 4 plutôt qu'à 3. Donc a priori, on peut se dire peut-être le consommateur en bénéficiera, puisque jusqu'à maintenant les prix en France ont été sont très très bas quand vous comparez les autres pays du monde. Donc ça, trop bas, vous pensez? Trop bas, c'est surtout le fait de dire est-ce que tout le monde va pouvoir continuer d'investir, et surtout est-ce qu'à un moment il ne va pas y avoir un enjeu de technologie. On est plutôt un pays, d'après ce que j'ai compris, assez bien équipé, mais il peut y avoir à un moment des mécanismes négatifs si la guerre des prix et la guerre entre les grands opérateurs est excessive. Bon, voilà, l'avenir nous le dira. Merci. On va à présent passer aux questions du public. Donc nous vous demandons de vous lever, de vous présenter et d'énoncer clairement une question. Je voulais savoir, par rapport aux parts de marché que TF1 a sur la télévision, avec l'augmentation du nombre de chaînes, j'imagine que ça doit baisser avec toute la concurrence qu'il y a. La stratégie, est-ce que c'est de dire gérer cette baisse, ou au contraire de dire on va remonter parce que TF1 est leader et notre place est de remonter et d'avoir de la croissance? Oui, c'est un dilemme à peu près quotidien. Par définition, c'est vrai qu'avec l'augmentation du nombre de chaînes, mécaniquement, votre part de marché diminue. Et après, c'est un peu de choisir nos batailles, comme on le disait tout à l'heure, par rapport aux droits sportifs, par rapport à des investissements qui peuvent avoir lieu sur un certain nombre d'émissions. C'est plus de se dire, on n'a pas vocation à avoir peut-être la puissance et l'omnipotence que pouvait avoir TF1 dans une version 5 chaînes, mais que dans un marché où il y en a à la fois 25 sur la TNT et des centaines, pour pas dire des milliers, soit sur le web, soit sur le câble,
choisissons nos batailles et choisissons des moments de la journée, choisissons des programmes qui sont phares et sur lesquels effectivement, alors si c'est TF1, les Français vont pouvoir se retrouver, si c'est TMC, il y aura peut-être un access très fort avec Yann Barthès, si c'est NT1, ça sera à certains moments avec Secret Story, et puis. Donc voilà, c'est plus ça, je crois, le nerf de la guerre. Donc c'est plus, si je dois raisonner comme un marketeur, c'est plus on choisit nos cibles publicitaires, on a des scores très importants sur les cibles publicitaires. Je crois que sur le match de vendredi dernier, on fait 55% sur les ménagères. Donc c'est redoutable comme score. Voilà, c'est le bonheur de nos annonceurs, si vous voulez. Mais voilà, c'est plutôt ça. Alors qu'auparavant, en raisonnant en cible publicitaire, on raisonnait beaucoup ce qu'on appelle 4 ans et plus, c'est-à-dire la totalité de la population française. D'accord, merci. Bonjour, Daniel. Vous parliez tout à l'heure de racheter Twitch, si on avait les moyens. Aujourd'hui, pour TF1, quelle est sa stratégie dans le sport électronique? Et est-ce que vous pensez peut-être un jour, pour vous, avec la plateforme peut-être MyTF1, devenir un acteur comme Twitch, peut-être? On se doit, nous, de regarder pas mal de communautés. Je vous parlais tout à l'heure de la communauté féminine avec les cosmétiques. On a été partenaire, il y a 15 jours, je crois, d'un immense rassemblement de blogueuses. Je crois que c'était à l'Accor Hotel Arena, je crois. Mais où il y avait 15 000 jeunes filles qui étaient beauty game ou beauty, je sais plus, enfin il y avait un beauty gate. On était partenaire de cela parce qu'on avait un certain nombre de nos annonceurs qui y étaient et on a pensé que c'était intéressant de s'impliquer là-dessus. Le e-sport, pour nous, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on commence à le regarder, à s'y intéresser, puisque vous le savez sans doute, il y a des marques, il y a des équipes, on a des communautés évidemment selon les jeux. Et pour nos annonceurs, ça peut être des univers différents et de territoires de marque. Donc voilà, c'est assez nouveau. On a carrément organisé chez TF1 une masterclass sur l'e-sport il y a 15 jours. Moi, j'ai assisté à une grande partie de cette masterclass, donc j'ai découvert beaucoup de choses. Et c'est vrai que ça amène pas mal de réflexions en se disant, voilà, ce sont des phénomènes de société. Et à partir du moment où cela arrive dans nos pays, et notamment en France, on ne peut pas les ignorer quand on est chez TF1. Voilà, donc on va voir. Je ne pense pas qu'on sera jamais le rival de Twitch, mais on est en train de regarder cela avec beaucoup d'attention, que ça soit à la fois sur les talents, sur les marques, les équipes, le sponsoring, et puis évidemment les réseaux qui vont avec et les sites internet qui les véhiculent, quoi. Une autre question? Bonsoir, moi c'est donc Pierre Verdier, étudiant en 2e année. Quand on était plus jeune, on avait beaucoup de souvenirs et d'émotions associées à TF1 et notamment au football. On se souvient tous des grandes années de Thierry Gilardi sur TF1. Alors ils n'ont pas forcément tout à fait réagi au moment où vous avez parlé de la Ligue des Champions et du sport à la télévision. Aujourd'hui, vous l'avez dit, mais la Formule 1, c'est sur TF1. Le foot, à part la finale de la Ligue des Champions, il n'y a plus de foot sur TF1 ni en clair. Roland Garros est menacé sur France 2. Le rugby, tout est en crypté. Est-ce que ça vous dérange finalement que toutes les émotions qu'on associe au sport, et je pense encore même à l'exemple de France-Ukraine qui avait été un énorme succès pour TF1 juste avant la Coupe du Monde, est-ce que ça vous dérange un peu que ces émotions liées au sport et qui étaient aussi des expériences un peu télévisuelles, ça ait complètement presque disparu du paysage audiovisuel français? Ou en tout cas dans tout ce qui n'est pas crypté? Oui, encore une fois de plus, vous allez voir quand même 22 matchs là, dans les 15 jours qui viennent, etc. Vous allez voir le Tour de France sur France Télévisions cet été. Vous verrez les Jeux Olympiques en boucle sur France Télévisions et vous verrez les Coupes du Monde de rugby, enfin j'espère, chez nous. Donc oui et non, on est
encore très présent avec le football. Là, on a partagé les matchs avec M6. Hier soir, vous aviez le match Belgique-Italie sur M6. Ce soir, on doit avoir Portugal-Islande, etc., etc. Donc, je vous entends, oui, il y a peut-être un peu moins de sport qu'il pouvait y avoir à une certaine époque. La Champions League, de par les droits, sont passés effectivement en majorité sur du payant. Peut-être que votre question, elle a interpellé l'État ou nos gouvernants, puisqu'en fait, si vous vous renseignez, vous verrez qu'il y a une mission qui a été confiée à un sénateur, David Assouline, je l'ai vu la semaine dernière, sur jusqu'où, exactement votre question, quoi, jusqu'où les droits sportifs doivent empêcher les Français de pouvoir accéder au sport de façon, enfin, en clair, quoi, on va le dire, et ne pas être réservé à des élites ou à des gens qui achètent des systèmes de payants. C'est toute la problématique de nos économies, du sport professionnel. Et donc, effectivement, le sport professionnel coûte de plus en plus cher, les stars coûtent de plus en plus cher, vous le savez. Voilà, il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup d'argent. Et à partir de là, c'est vrai qu'une grande partie des revenus, ce sont les revenus qui viennent des télévisions et des droits sportifs. Donc, à partir de là, si des chaînes ou des distributeurs de médias payent les centaines de millions d'euros que les ligues, les fédérations de sport demandent ou attendent, je ne sais pas si vous l'avez vu récemment, la Fédération française de rugby ou la Ligue, je ne sais plus, a anticipé un appel d'offres justement parce qu'ils voulaient voir et tester certainement le marché par rapport à l'intérêt de beIN et de Canal et voire de SFR. Voilà, on est dans ces jeux-là. Donc à un moment, je crois qu'effectivement, c'est bien que les pouvoirs publics d'abord jettent un œil là-dessus, en disant, écoutez, il y a certaines compétitions qui doivent rester accessibles en clair, et donc il y a certaines obligations où, même si la compétition peut être sur le payant, elle doit être diffusée en clair. Par exemple, la Champions League, la finale de la Champions League, la compétition peut être en payant, mais il y a une obligation qu'elle soit diffusée en clair, et donc c'était l'exemple qu'on a pris avec D8, mais auparavant c'était évidemment TF1. Voilà, donc c'est vrai qu'on est confronté, mais c'est notre société, hein, bienvenue dans ce monde merveilleux du 21e siècle, où à la fois on peut se réjouir de voir des stars fabuleuses qui gagnent des montagnes d'argent, des clubs sportifs qui sont extrêmement peut-être visibles et emblématiques, mais en même temps, derrière, pour financer tout cela, traditionnellement, et pour le moment il n'y a pas d'autre substitution, c'est d'abord les droits de télévision sportive qui les font vivre. On va prendre une dernière question avant de passer au cocktail. Bonjour, Brice, étudiant en 4e année. Il me semble que vous avez été président de la Fondation ESSEC et j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus sur cette fondation et en particulier ce qu'elle peut faire pour un public qui, il me semble, ne s'y intéresse pas beaucoup, que j'espère rejoindre bientôt, qui sont les jeunes diplômés. Oui, alors, bon, écoutez, là, c'est peut-être le lien avec les États-Unis, quoi. Moi, je disais souvent, et je l'ai souvent dit à Jean-Michel Blanquer, quand je suis sorti de Harvard, j'avais pas fait 2 pas que l'école me rattrapait déjà et me disait You must give money. Bon, alors, en France, c'est vrai qu'à l'époque, on n'était pas tout à fait habitué à ça, et surtout que j'avais l'impression que Harvard était quand même une institution hyper riche. Donc j'avais dû faire un petit chèque de $25 ou de $50 en me disant bon, de toute façon si je le fais pas, mes copains voilà. Mais au fil du temps, ils ont jamais lâché pression et j'ai inondé Jean-Michel Blanquer de tous les mailings que je recevais en disant voilà comment ils font et c'est quand même incroyable. Jusqu'au jour où effectivement rentrant en France et voyant un peu les secs, les difficultés, les défis de l'école. Là aussi, problème de société, les désengagements des pouvoirs publics qui ont moins d'argent, les chambres de commerce qui, vous le savez, désengagement de l'État ont aussi moins d'argent. Il était assez légitime, je crois, de se poser la question au niveau des alumni, de dire est-ce qu'à un moment, il n'est pas important de redonner de l'argent, si tant est qu'on en a un peu ou beaucoup, à l'école pour permettre aux générations futures
de bénéficier d'une éducation et de maintenir un niveau d'enseignement, une compétitivité sur la scène internationale qui est celle dont nous-mêmes on a bénéficié à l'époque. Alors c'est de là qu'est partie cette idée, qui a été évidemment favorisée par l'école, à l'époque par Pierre Tapie, et puis évidemment reprise par Jean-Michel. Et donc un groupe d'anciens, on s'est fédéré entre nous, on s'est engagé, donc on a dû mettre 100 000 ou 150 000 euros chacun. On a démarré, on était 5, avec différentes composantes, donc Jean Harvis, Thierry Fritsch, qui était à l'époque patron de Chaumet. Il faut que tu m'aides là, Jean-Michel, dans les fondateurs d'UBIEF, qui est un entrepreneur de l'Est de la France, enfin voilà, et Jean-Philippe Chaumette, qui était un financier, qui est aussi devenu un hôtelier européen. Et on s'est dit, voilà, on va commencer à lancer cette dynamique. L'idée étant pas que tout le monde doit être super riche pour participer à la fondation, non, c'est que les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, à un moment, dès que lors qu'on a 10 euros, 15 euros, 50 euros à donner, on peut le faire, et puis qu'il peut y avoir, évidemment, alors avec des avantages fiscaux à la clé. Et on en parlait tout à l'heure avec Jean-Michel, mais on doit être maintenant à 5,7 millions qui ont été collectés, je crois, à ce jour. Donc c'est quand même un beau succès. HEC est certainement encore un petit peu devant nous. Mais voilà, on est en train de rattraper. Ça donne envie à un certain nombre de grands donateurs, d'alumni qui ont réussi de donner. L'année dernière, on a eu un engagement d'un certain nombre de grands alumni de s'engager à hauteur de 500 000 euros. Et on va franchir ces paliers. Mais quand je suis allé à la dernière réunion, je suis allé à Harvard, donc qui devait être en 2013, j'avais sur les 750 camarades de promo, il y en a quand même au moins 2 qui ont dû donner 5 millions de dollars. Il y en a au moins une dizaine qui étaient à 1 million de dollars. Voilà, quoi. Voilà, on est dans d'autres planètes, on est dans d'autres lieux. Bon, ils font d'autres fortunes que les nôtres, où ils sont peut-être plus généreux, où ils ont peut-être des meilleurs tax advantage, je sais pas comment on dit, mais voilà. Donc à un moment, c'est vrai qu'en tant que à la fois français ou internationaux, je crois qu'une des valeurs de l'école, c'est l'humanisme, et c'est plus l'idée de dire on peut redonner à l'école, à la société, bon, bah, ce que nous, on a pu bénéficier. Donc c'était ça la démarche au niveau des alumni. Alors j'espère qu'après, comme il y a beaucoup d'étudiants dans la salle, voilà, vous reprenez à votre compte cette initiative qui a évidemment pour vocation d'attirer le plus grand nombre et puis de mobiliser voilà, à la fois petits et grands donateurs, les entreprises aussi, puisque les entreprises peuvent aussi participer, et avec le soutien de l'école, l'idée étant de financer des projets, de participer à la compétitivité, à recruter les meilleurs professeurs qui soient. Enfin, moi j'y crois beaucoup, et aujourd'hui c'est donc Thierry Fritsch, je vais lui faire un peu de pub, qui a repris le flambeau de la présidence de la Fondation, puisque moi j'ai eu la chance de la présider pendant les 5 premières années, et puis quand j'ai pris ces belles fonctions de télévision, j'ai passé le relais à Thierry Fritsch. Très bien. Nous vous donnons maintenant rendez-vous au cocktail pour poursuivre le débat. Et également, en cette période de clôture, je tenais à remercier le bureau sortant qui a fait un travail merveilleux cette année et souhaite le meilleur au bureau entrant qui a de très bons invités pour la saison à venir.